Bonsoir, bonjour. Ce soir ou ce matin, on fera le cours de la physiologie de la digestion gastrique. Et ce cours porte précisément sur l'étape gastrique, parce que qui parle de digestion gastrique parle aussi de l'étape gastrique de la digestion. Parce que après l'étape buccale, nous avons le transit œsophagien, et après le transit œsophagien, on a l'étape gastrique. Et donc aujourd'hui, on étudiera la physiologie de la digestion gastrique. Et après cette digestion gastrique, on a aussi la digestion intestinale et qui est principalement le lieu d'absorption des aliments. Ok. Euh, donc, la digestion gastrique. Introduction. La fonction essentielle de l'appareil digestif est le transfert vers le milieu intérieur des nutriments, de l'eau et des électrolytes apportés par l'alimentation. J'essaie d'expliquer un peu cette phrase. En réalité, la digestion, c'est le phénomène qui permettra à l'organisme humain d'apporter les différents nutriments, l'eau et les sels minéraux et les électrolytes et autres dans le milieu intérieur. Le milieu intérieur, c'est le lieu où baignent les différentes cellules de l'organisme, c'est-à-dire les globules rouges qui sont des cellules vont se trouver dans le milieu intérieur. D'accord? On a aussi les plasmocytes et autres qui vont se trouver dans le milieu intérieur. Donc, ce phénomène-là, toutes ces différentes cellules baignent dans le milieu intérieur. Et même, on a aussi même les cellules de la peau et autres qui se trouvent aussi dans le milieu intérieur. Donc, qui parle du milieu intérieur parle du lieu où se trouvent toutes les cellules de l'organisme. Donc, on dit ici la fonction essentielle de l'appareil digestif est le transfert vers le milieu intérieur des nutriments, de l'eau et des électrolytes apportés par l'alimentation. C'est-à-dire, après la digestion, l'eau, les électrolytes et les nutriments vont rentrer dans le milieu intérieur. Le milieu intérieur, vous le verrez plus au niveau de la physiologie, le compartiment liquidien. Vous verrez ça plus avec le compartiment liquidien. Mais juste pour vous rappeler un peu. L'appareil digestif est constitué. L'appareil digestif est constitué par le tube digestif et les organes annexes. L'estomac est le premier organe sous-diaphragmatique du tube digestif. D'abord, j'explique la première phrase ici qui dit l'appareil digestif est constitué par le tube digestif et les organes annexes. L'appareil digestif, qui parle d'appareil digestif, parle du fonctionnement de l'appareil digestif. Bon, qui parle d'appareil digestif parle du tube digestif qui, dans son fonctionnement, va permettre la digestion. Voilà. Donc, on parle d'appareil digestif. Donc, l'appareil digestif est constitué du tube digestif et les organes annexes. Le tube digestif, c'est celui qui commence depuis l'œsophage jusqu'à le rectum, jusqu'à l'anus. C'est-à-dire en passant par l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin jusqu'à sortir à l'anus. Ça, c'est le tube digestif. Et les organes annexes. Les organes annexes, nous avons le pancréas. Nous avons aussi le foie, la bile. Le foie qui contient la bile, qui est aussi un organe annexe de l'appareil digestif. Parce que la bile va permettre de digérer les aliments aussi, de multiplier les graisses et autres. Le pancréas aussi qui va permettre de digérer les protéines et autres, les lipides. Donc, tout ce qu'on appelle organes annexes, c'est le pancréas, la bile, c'est-à-dire tous les organes qui permettent la digestion.
C'est cela qu'on appelle organe annexe. Donc, dit l'appareil digestif est constitué. Donc, dit que l'appareil digestif est constitué par les tubes digestifs et les organes annexes. C'est ça qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Donc, l'estomac est le premier organe sous-diaphragmatique du tube digestif. D'accord? Premier organe sous-diaphragmatique. Le diaphragme. Le diaphragme, c'est juste au niveau de la cage thoracique. Vous voyez un peu au niveau de la cage thoracique, au niveau des côtes, juste en bas des côtes. Bas des côtes. Tout celui-là est appelé le diaphragme. Donc, lorsqu'on dit l'estomac est le premier organe sous-diaphragmatique, c'est-à-dire juste en bas de côte après l'œsophage, ici au niveau de la cage thoracique ici, le premier organe qu'on trouve c'est l'estomac. D'accord? Digestion gastrique. Ici on va donner la définition de la digestion gastrique. Et cette définition c'est aussi à connaître. Donc la digestion gastrique est l'ensemble. Bon, comme est égal, en réalité ça signifie est l'ensemble. Donc la digestion gastrique est l'ensemble des mécanismes physiologiques qui assurent la transformation. La digestion gastrique est l'ensemble des mécanismes. C'est l'ensemble des mécanismes qui assurent la transformation dans l'estomac du bol alimentaire en chyme absorbable par la muqueuse intestinale. Donc le mécanisme physiologique. Qui parle de physiologique parle de ce qui est normal, ce qui n'est pas pathologique, c'est-à-dire le fonctionnement normal de l'organisme. Donc la digestion gastrique, qui répond encore à la définition. La digestion gastrique est l'ensemble des mécanismes physiologiques qui assurent la transformation dans l'estomac du bol alimentaire en chyme absorbable par la muqueuse intestinale. D'accord. Bol alimentaire. Le bol alimentaire, c'est lorsqu'il se trouve dans la bouche. C'est lorsque l'aliment se trouve dans la bouche. On parle de bol alimentaire. Lorsqu'il sera mélangé avec la salive. Le bol alimentaire, c'est lorsque il se trouve dans la bouche, lorsque l'aliment sera mélangé avec la salive et autres. Arrivé dans l'estomac, on aura le sucre de l'estomac, les différents sucres de l'estomac qui vont transformer ce bol alimentaire. Lorsqu'ils vont agir sur l'aliment, ils vont le transformer le bol alimentaire en chyme. C'est ce chyme-là qui sera absorbable par la muqueuse intestinale. Je tiens aussi à vous dire que l'absorption de l'aliment se fait essentiellement au niveau de l'intestin grêle. Donc, dans la cavité buccale, on parle de bol alimentaire. Arrivé au niveau de l'estomac, ça devient le chyme. Et c'est ce chyme-là qui sera absorbable par la muqueuse intestinale. Cette transformation est due à un ensemble de phénomènes électriques, moteurs, sécrétoires, subgastriques. Donc, qui parle de phénomènes électriques parle de communication, parle de système nerveux, parle de neurones, parle de transmission de différents systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. D'accord? Qui parle de moteur, parle du mouvement de l'estomac. Et qui parle de sécrétoire, parle aussi de la chimie qui se trouve au niveau de l'estomac. Parle de chimie, parle de sucre gastrique, c'est-à-dire les différentes substances que l'estomac va produire pour pouvoir digérer l'aliment, c'est-à-dire le chyme. Voilà. Donc, électrique parle des flux nerveux, parle de conduction, parle d'information nerveuse qui sera transmis à un centre et qui sera analysé et l'effecteur va répondre. Les facteurs en réalité qui sont les muscles, mais ici qui sont les muscles de l'estomac. Ok. Donc moteur, après que l'information soit montée jusqu'au cerveau ou soit montée au niveau du système du centre local. Après,
l'information, après le système électrique, après la conduction de l'information, et que l'information est revenue à l'effecteur, on aura moteur, on aura mouvement, donc mouvement moteur. Et lorsque l'on aura les mouvements de l'estomac, mouvement moteur, on aura aussi, ça accompagne aussi la sécrétion de l'estomac, du suc gastrique. Le suc gastrique acide, acide, très acide, très acide, un pH avoisinant 1,5 à 2, très acide. Donc, l'intérêt physiologique de la digestion gastrique, le premier intérêt est la contribution à l'homéostasie. L'homéostasie, c'est le système qui permet de maintenir les paramètres du milieu intérieur constants. D'accord? C'est-à-dire ne pas dépasser le fonctionnement normal, ne pas aussi être en dessous. D'accord? Donc, la digestion gastrique permet de maintenir les paramètres du milieu intérieur constants. Et préalablement, le deuxième intérêt de la physiologie de la digestion gastrique, le deuxième est la physiopathologie. Merci. Préalablement à une bonne digestion intestinale. Bon, préalablement une bonne digestion intestinale, c'est après l'absorption des aliments qu'on aura l'homéostasie. C'est-à-dire si l'individu manque peut-être peut-être des sels minéraux, peut-être des lipides, c'est pas les sels minéraux, mais les lipides qui manquent de lipides. Après la digestion préalable par l'intestin grêle, et cela va apporter les lipides qui manquaient dans l'organisme. En ce moment, on parle de homéostasie parce que c'est venu combler le manque de lipides qui étaient dans l'organisme. C'est juste vous faire comprendre un peu le maintien de l'homéostasie par la digestion gastrique. Donc ici, le deuxième intérêt de la digestion gastrique, c'est la physiopathologie. La physiopathologie, ça concerne principalement ici au niveau de l'estomac, les ulcères. D'accord? C'est-à-dire lorsque on aura un excès de sucre gastrique qui est très acide, cela va éroder les parois de l'estomac. Éroder, c'est-à-dire va bouffer, va consommer, va s'auto-digérer. C'est pourquoi on étudie aussi la physiologie de la digestion gastrique. Et donc, on continue. Donc, les différents objectifs de la digestion gastrique. Premier objectif, expliquer le phénomène électrique responsable des contractions péristaltiques. Expliquer le phénomène électrique responsable des contractions péristaltiques gastriques. Décrire les étapes de l'évacuation gastrique. Et après, expliquer le rôle de la sécrétion gastrique acide. Décrire la phase intestinale de la sécrétion gastrique. D'accord. Donc, voici le plan, comment on va procéder à l'explication. Introduction, mise en évidence, rapport anatomo-fonctionnel, mécanisme et régulation, conclusion. Mise en évidence, bon, on ne vous posera pas ça comme question. C'est juste dire un peu les différents physiologistes du temps, comment ils ont procédé pour pouvoir explorer tout ce fonctionnement au niveau de choses de l'estomac. Voilà. Mais on ne vous demandera pas qui est Spanlanzini. On ne demandera pas ça à l'examen. Donc, juste connaître, voilà. Digestion, phénomène chimique favorisé par la motilité gastrique. Bon, ça au moins, cette petite définition, c'est ajouté à la première définition de la digestion gastrique qui était en haut ici, qu'on a vu. Cette définition que j'ai dit ici. Voilà. La définition de la digestion gastrique, ensemble des mécanismes physiologiques qui assurent la transformation dans l'estomac
du bol alimentaire en chyme absorbable par la muqueuse intestinale. Ça, c'est une définition à connaître. D'accord? Et cette définition, on va l'ajouter à cette définition que vous devez bien maîtriser. Parce que souvent, c'est ce genre de définitions qui sortent dans les années. Donc, digestion, phénomène chimique favorisé par la motilité gastrique. Voilà. Ajoutez cette définition à la première pour mieux maîtriser aussi. Support anatomo-fonctionnel. Support anatomo-fonctionnel. Support anatomo-fonctionnel, juste montrer un peu le fonctionnement de juste montrer pardon l'anatomie de l'estomac. Donc ici, voici l'estomac qui est là, qui est en forme de J. En forme de J. Vous voyez, l'estomac est en forme de J. J des lettres alphabétiques. Vous voyez, l'estomac est en forme de J. D'accord. Et ici c'est la partie qui suit juste après l'œsophage. Après, on arrive ici, ça c'est le fondus. Après, ici c'est le corps de l'estomac. Ici, on a le pylore, l'antre pylorique, la première partie de l'intestin grêle qui est ici, le duodénum ici. Tout ça, on verra ça bien bas avec l'anatomie de l'estomac. Donc, comme je disais tantôt, en haut ici, nous avons le fondus ici. Nous avons ici la partie qui fait juste suite à l'œsophage, qu'ils ont mis ici l'œsophage. On a un sphincter inférieur de l'œsophage. Sphincter, c'est une constriction. Constriction, c'est-à-dire c'est un pli de l'œsophage qui évite les reflux gastriques. C'est-à-dire lorsque l'individu en a mangé en excès, pour ne pas que ce flux de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage, Dieu, dans sa préscience, a mis un sphincter ici, c'est-à-dire une constriction, une plie qui évite le réjaillissement du chyme qui se trouve au niveau de l'estomac. Parce que ce chyme est tellement acide, s'il remonte, il risque de créer des ulcères œsophagiens. Donc bon, juste pour vous expliquer un peu pourquoi existent les sphincters au niveau des endroits. Donc on a un sphincter ici. Quelque part ici aussi on a un sphincter. C'est le sphincter pylorique. D'accord? Donc voici l'anatomie fonctionnelle voici l'anatomie de l'estomac. On a le fondus. Le fondus qui est aussi appelé poche à air. C'est le fondus lorsque l'individu aussi en a mangé en excès. Le rôtement de l'individu. C'est-à-dire souvent lorsque tu manges en excès, tu sens une sensation d'air qui se dégage au niveau de ton estomac et tu fais sortir par la cavité buccale, par la bouche. C'est à ce niveau que se dégage ce gaz. Voilà, ce fondus qu'on a aussi appelé la poche à air. Ici, ça c'est le corps de l'estomac. Et là, à là, c'est le corps de l'estomac avec ces différents plis. Bon, ici, on a la petite courbure, la grande courbure de l'estomac. Ici, c'est le pylore. Donc, ce que vous devez retenir bien dans cette anatomie, c'est de connaître le fondus. Après le fondus, connaître le pylore, très important, parce que c'est les thèmes qui vont revenir. Le sphincter pylorique, très important, et le duodénum. Aussi le sphincter aussi œsophagien ici. Donc, sphincter œsophagien, donc à retenir, le sphincter œsophagien qui est ici, le fondus, le pylore, sphincter pylorique, le duodénum. Donc ici, c'était l'anatomie macroscopique. Macroscopie pour dire ce qui est visible à l'œil nu. L'estomac, lorsque l'estomac, on le regarde, on le voit à l'œil nu. Donc c'est pourquoi ils ont mis ici
anatomie fonctionnelle, mais macroscopie de l'estomac parce qu'on peut le voir à l'œil nu. Et ici, microscopie pour dire ce qu'on ne voit pas à l'œil nu qui se trouve au niveau de l'estomac. Donc ici, c'est les différents plis de l'estomac et autres, c'est-à-dire la lumière de l'estomac. C'est ça on verra ici. C'est-à-dire l'épithélium, les couches de l'estomac qui sont ici, au niveau des plis de l'estomac, jusqu'à se trouver ici. C'est-à-dire d'ici jusqu'à ici, jusqu'au bord de l'estomac. Ça, on verra ici. Donc l'estomac, lorsqu'on le voit comme ça, le suc gastrique qui va se déverser sur l'aliment sort en qualité des pores de la cavité de l'estomac. Et ces pores-là, on a appelé ces pores-là cryptes. Ce sont des cryptes. Ce sont des cryptes. Donc, ce sont des cryptes. Voilà. Ça, ce sont les différents pores par lesquels, les différents puits par lesquels les différentes substances, les sucs gastriques et autres, vont sortir pour pouvoir digérer l'aliment. D'accord? Donc, ces différents cryptes-là ont aussi des épithéliums que vous voyez bien. Épithélium, ce sont les différentes cellules, les différentes couches d'une cellule. D'ailleurs, même la première couche plus superficielle d'une cellule. D'accord? Donc ici, l'estomac a plusieurs couches. C'est-à-dire, d'ici jusqu'à ici, l'estomac a plusieurs couches. Donc la première couche de l'estomac est appelée la muqueuse. La muqueuse de l'estomac. Et après cette muqueuse, on a la sous-muqueuse. Après la sous-muqueuse, on a la musculeuse, qui est encore plus en bordure ici. La musculeuse est encore plus en bordure ici. D'accord. Musculeuse parce qu'il y a les muscles à l'intérieur. Les muscles lisses. Au niveau de l'estomac, sont les muscles lisses. Donc, la première couche de l'estomac, qui est la muqueuse de l'estomac, comme je disais tantôt, ces différents puits qui se trouvent dans la cavité de l'estomac sont appelés les cryptes de l'estomac. D'accord. On appelle les cryptes de l'estomac. Donc, on va bien maintenant dire ces choses. À ce niveau des cryptes de l'estomac, épithélium superficiel, cellule à mucus. On donnera ces différentes fonctions. C'est-à-dire au niveau de l'épithélium, des cryptes de l'estomac, à ce niveau, on aura ici l'épithélium superficiel, cellule à mucus. Tout ce qui est mucus que vous entendrez, ce sont des substances qui sont un peu gluantes, des substances qui sont un peu épaisses, qui permettent de protéger généralement les différentes cavités. D'accord? Donc, épithélium superficiel, cellule à mucus. On vous donnera la substance que ça produit plus en bas. Et en réalité, les bicarbonates et autres. Ici, la cellule à mucus du collet lui va produire le mucus acide de l'estomac. Après ça, on a les cellules pariétales dans les cellules principales. On vous donnera les fonctions. Les glandes gastriques. Donc, ça, ce sont les glandes. Ce que vous voyez là, comme une chaîne qui est un peu pliée là. Ce sont les glandes. Ce sont les glandes. Donc, on parle des glandes gastriques. Crypte de l'estomac, c'est les différents puits de l'estomac. Donc, les glandes gastriques. Maintenant, j'ai oublié quelque chose. Au niveau de ces glandes, nous avons les glandes endocrines et les glandes exocrines. Qui parle de exocrine, c'est-à-dire exocrine, c'est ce qui est produit et déversé à la lumière d'une cavité, c'est-à-dire en dehors. Maintenant, endocrine est ce qui est produit et déversé
directement dans le sang pour aller agir sur un organe cible, déverser directement dans le sang pour aller agir sur un organe cible. Ça, c'est endocrine. Donc ici, tout ce qui est en vert, on a mis ça en vert pour que vous puissiez faire la différence. Voilà, endocrine. C'est pourquoi ils ont mis ici endocrinocytes gastro-intestinal. Donc les endocrinocytes, d'abord on fait les glandes exocrines, cellule à mucus du collet, cellule à mucus, cellule principale, cellule pariétale, cellule principale. Donc toutes ces cellules qu'on voit ici, qu'on a dit cellule principale, cellule à mucus du collet, cellule pariétale, cellule principale, sont tous des cellules exocrines. Maintenant, on verra les cellules endocrines. Les endocrines, on aura les cellules G qui se trouvent au niveau de l'antre pylorique. L'antre pylorique, on a vu en haut. Je viens de dire de bien retenir parce que ce sont les thèmes qui vont revenir. L'antre pylorique, on avait vu ça ici. Je reviens dessus pour vous montrer. L'antre pylorique, c'est ici. C'est à ce niveau qu'on va retrouver les cellules G. Les cellules G ils vont produire la gastrine. La gastrine qui intervient aussi dans la motilité gastrique et aussi dans la production de sucre gastrique. La cellule des stomatostatines. Bon, on verra plus ces définitions, ces différentes fonctions de ces cellules-là plus devant. Ok, comme je disais tantôt, ces différentes cellules qu'on a vues là-bas, c'est-à-dire les cellules à mucus, les cellules à mucus acide, l'épithélium superficiel, les cellules à mucus vont produire le mucus alcalin, HCO3-, alcalin mucus, puisque c'est la première substance que l'estomac produit afin de pouvoir protéger sa lumière, protéger sa cavité contre l'agression acide. Parce que l'acide est très toxique. Donc, lorsque l'acide est sécrété en excès et que le bicarbonate qui tamponne l'acidité est faible, alors en ce moment, on aura une érosion de la cavité de l'estomac, ce qui produira l'ulcère. Donc, Dieu, dans sa préscience, a mis en premier lieu la sécrétion d'un mucus alcalin, HCO3, qui est le bicarbonate. Le HCO3, c'est le bicarbonate. Le HCO3, le HCO3 qui est là, c'est le bicarbonate. Lui, il est basique. Son pH est basique. Donc, il se déverse d'abord sur la paroi de l'estomac. Ça, c'est avant même l'ingestion de l'aliment. C'est-à-dire, dans les premières phases, c'est-à-dire, tu as vu l'aliment, tu veux consommer. C'est pourquoi on dit que la digestion commence depuis même la phase céphalique. Phase céphalique pour dire depuis même l'imagination, depuis la perception visuelle de l'aliment convoité. Depuis ce moment, la digestion commence. Donc, l'individu convoite un aliment qu'il veut ingérer, automatiquement, les premières cellules qui sont ici, les cellules épithélium superficiel, les cellules à mucus vont produire le bicarbonate alcalin. Quand on parle d'alcalin, c'est ce qui est basique. Voilà, alcalin, si vous entendez quelque part un sucre alcalin, une substance alcaline, c'est basique en fait. C'est le deuxième nom de la basicité quand on parle d'alcalin, alcaline. C'est le deuxième nom de la basicité. Voilà. Donc, première étape, l'individu convoite un aliment. Automatiquement, le mucus alcalin est sécrété afin de pouvoir tapisser la cavité de l'estomac. Après l'ingestion de l'aliment, arrivé dans l'estomac, le sucre gastrique est produit
afin de pouvoir digérer l'aliment. D'accord? Et après, maintenant, dans ce même suc gastrique, on aura le suc gastrique acide, pardon. Et après, on aura l'acide chlorhydrique aussi qui sera produit. Le facteur intrinsèque, les pepsinogènes, la lipase. Toutes ces choses sont les différentes substances que l'estomac produit afin de digérer l'aliment. La lipase, c'est pour les lipides. Pepsinogène, ça c'est pour la lipase, c'est pour les lipides. Le pepsinogène, ça c'est pour les protéines. Facteur intrinsèque. Le facteur intrinsèque, il est déclenché par l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est l'acide propre de l'estomac. Acide chlorhydrique HCl. Donc l'acide de l'estomac qui permet de digérer les aliments est, euh, est l'acide chlorhydrique. Donc pepsinogène pour les peptides. Peptides concerne aussi les protéines. Voilà. Parce que, voilà. La lipase pour les lipides. Lipase. Donc, acide chlorhydrique va déclencher le facteur intrinsèque. Le facteur intrinsèque qui va venir envelopper dans l'alimentation l'élément minéral qui est aussi important, c'est-à-dire la vitamine B12. C'est-à-dire que tant que le facteur intrinsèque n'est pas déclenché, on n'aura pas d'absorption de vitamine B12 qui est très important dans la production du sang. Donc ici les endocrinocytes. Après les cellules exocrines, on a les cellules endocrines, l'histamine, sérotonine, stomatostatine, gastrine. Endocrinocytes, ce sont les hormones. Voilà. Lorsque vous entendrez endocrinocytes, automatiquement faites allusion aux hormones. Donc, on a fini avec la première couche de l'estomac qui est la muqueuse. On a fini la première couche de l'estomac qui est la muqueuse. Je vais juste vous montrer. On a fini avec la première couche de l'estomac qui est la muqueuse. On passe maintenant à la deuxième couche qui est la sous-muqueuse. La sous-muqueuse contient les plexus de Meissner et de Auerbach. Ok. Qui parle de plexus parle de artères, veines et nerfs. D'accord? Mais ici, on étudiera plus le nerf. Donc, le plexus sous-muqueux sert les nerfs. En réalité, on va étudier maintenant. Après, la troisième couche, c'est la musculeuse. Mais nous sommes au niveau de la sous-muqueuse. D'accord? Sous-muqueuse est là. Après, on étudiera la musculeuse, qui est organisée en trois couches musculeuses pour dire muscle. Trois couches de muscles. Le muscle oblique, muscle circulaire, muscle longitudinal, qu'on verra encore plus bas. Et après, la séreuse. Musculeuse. Plus bas, ça sera encore bien. Voilà. Ok. Voilà ce qu'il disait, la musculeuse. La musculeuse. La musculeuse est constituée essentiellement de trois couches. La couche longitudinale au niveau de l'estomac. Les couches longitudinales, voici ça qu'elle a, c'est les muscles longitudinaux. Tu vois bien lorsque vous regardez bien au niveau des différents muscles, vous verrez que ici ces muscles sont très longs. Les muscles longitudinaux, vous voyez comme sont longs, c'est les muscles longs qui sont là. Et après ces muscles longitudinaux, donc les muscles circulaires. Donc ces muscles-là, ceux qui sont ici sont circulaires, ils font forme de ronds de ce genre. Ils font des ronds comme ça, comme ça, comme ça. Ils font des ronds, c'est-à-dire ils vont former des ronds à ce niveau. Et après ça, on a ici les muscles obliques. Les muscles obliques qui sont ici. D'accord? Et que ici, on aura les muscles obliques quelque part ici.
ça, ne vous inquiétez pas, c'est des choses qu'on a déjà vues, toutes ces choses-là. C'est des choses que nous avons déjà vues. Voilà. Jusqu'ici, c'est la lumière de l'estomac. La lumière de l'estomac. D'accord. Les muscles, les muscles. Les muscles de l'estomac sont les muscles lisses. Ces muscles lisses, avant de commencer à se contracter, vont prendre d'abord l'influx nerveux au niveau du pacemaker qui se trouve à ce niveau, au niveau des cellules de Cajal. Les cellules de Cajal se trouvent à ce niveau. C'est là qu'ils vont prendre un pacemaker, c'est-à-dire celui qui donne la première pulsation du mouvement de l'estomac. Se trouve à ce niveau-là, au niveau des cellules du Cajal, juste à ce niveau. Donc voici les cellules du Cajal qui sont là. Les cellules de Cajal se trouvent à ce niveau. Et voici les cellules de Cajal qui sont représentées ici. Donc le pacemaker, comme je disais tantôt, se trouvant à ce niveau. Voici qui est représenté ici. Air pacemaker. C'est là. C'est de là que va partir les mouvements de l'estomac. En réalité, les mouvements de l'estomac se font dans le sens oral à boral. C'est-à-dire, prend le sens vers la bouche et descend vers la nuque. Donc, c'est ça, on parle de oral à boral. Et ce mouvement du tube digestif est appelé le péristaltisme. C'est-à-dire le fait que l'aliment quitte ici, quitte à ce niveau, au niveau de l'œsophage, rentre dans l'estomac, descend jusqu'à ce niveau et vient ici. Cet avancement de l'aliment là est appelé le péristaltisme. Le péristaltisme, le sens du péristaltisme, c'est ce qui est écrit ici. D'accord. La suite, ça c'est les différentes cellules. Les différentes cellules des parois de l'estomac. C'est-à-dire, quand on rentre bien en histologie, ça dit l'étude des tissures. Donc, lorsqu'on veut étudier bien mieux les tissus de l'estomac, comme ça se présente. Mais ça, c'est un peu sous forme de dessin pour mieux faire comprendre, pour mieux faire passer le message. À ce niveau, on aura des jonctions de communication. Qu'on appelle les jonctions, gap jonction. Après ça, mais ça, vous verrez ça plus en physiologie, vous verrez ça plus en biologie. En biologie, en histologie précisément. Après ça, on passe maintenant à l'innervation. Voilà, parce que si vous vous rappelez bien, depuis le début ici, on avait dit la digestion consiste à l'ensemble des phénomènes électriques, moteurs et sécrétoires. Sécrétoire pour dire chimique. Donc c'est ici. Depuis le début. On a dit ici depuis le début que la digestion c'est la transformation qui est due à l'ensemble des phénomènes électriques, moteurs, sécrétoires du sucre gastrique acide. Donc, on va faire maintenant le premier phénomène qui est électrique. Je vais dire qu'on parle d'électrique en sciences. Surtout en SVT, on parle surtout en SVT, en sciences de la vie et autres. C'est plus l'innervation en fait. Donc ici, on descend. L'innervation, double innervation. Intrinsèque, système nerveux SNE et extrinsèque, système nerveux autonome. Et passe un petit moment ici pour mieux expliquer. Intrinsèque, système nerveux intrinsèque, entérique, pardon. Intrinsèque, système nerveux entérique.
système nerveux entérique, en réalité, c'est le premier lieu. C'est le premier lieu lorsque l'aliment sera en contact direct avec la paroi de l'estomac. Le premier système nerveux qui est mis en place, c'est le système nerveux intrinsèque, c'est-à-dire le système nerveux local, qui se trouve juste au niveau de la paroi de l'estomac. C'est le premier système nerveux qui est là, qu'on appelle ici système nerveux entérique, intrinsèque. Et après ça, on aura le système nerveux autonome, c'est-à-dire extrinsèque. Lorsque l'aliment se retrouve au niveau des parois de l'estomac, premier réflexe, le système nerveux intrinsèque va agir, va commencer à bouger légèrement l'estomac. Et ces petites manœuvres du système nerveux intrinsèque va induire l'information qui va aller au niveau du système nerveux maintenant extrinsèque, au niveau du centre autonome, c'est-à-dire au niveau du cerveau, au niveau cérébral. Et c'est là maintenant qu'on aura maintenant une information qui va venir plus toucher, c'est-à-dire le flux nerveux va venir plus toucher maintenant les muscles de l'estomac pour augmenter la force de broyage de l'estomac, de mouvement de l'estomac. Donc, comme je disais tantôt ici, voici ça qui est là. On a ici d'abord, c'est-à-dire les différentes connexions noires représentent le système nerveux intrinsèque. Et les différentes connexions rouges représentent le système nerveux autonome ou extrinsèque. D'accord? Ici, juste pour rappeler un peu, ça c'est la lumière de l'estomac qui est là. Ça c'est la lumière ici, c'est la lumière de l'estomac qui est là. La lumière de l'estomac. Et ça c'est vers la peau de l'estomac. La lumière, le tube digestif de l'estomac. Je viens ici pour vous expliquer quelque chose ici. Je vous dis que la lumière de l'estomac c'est ici. Et ça dit que le chemin a été fait d'ici vers ici, vers le dehors, d'ici vers ici. Donc c'est ça lorsqu'on descend en bas ici. On quitte ici de la lumière de l'estomac vers la céruse. Donc, arrivé là, à ce niveau, lorsque l'aliment rentre, lorsque l'individu a ingéré l'aliment, et que l'aliment est rentré en contact avec la paroi de l'estomac, tout de suite, le système nerveux entérique intrinsèque va être stimulé. Il va commencer à faire de légères contractions de l'estomac. Alors, l'influx nerveux va monter maintenant vers le centre cérébral, vers le cerveau. Et c'est arrivé là maintenant qu'il va communiquer maintenant à l'effecteur, l'influx nerveux moteur, qui va venir non seulement agir sur le système nerveux intrinsèque, mais aussi à venir agir autonome. Il va venir aussi agir toute seule sur la paroi de l'estomac pour pouvoir continuer la motilité gastrique, c'est-à-dire augmenter la force de contraction des mouvements gastriques. Donc, comme je disais tantôt là-bas en haut, au niveau du système nerveux intrinsèque, nous avons deux plexus. Nous avons le plexus de Auerbach et le plexus de Meissner. Le plexus de Auerbach, lui, est plus pour les mouvements, les moteurs mécaniques de l'estomac, c'est-à-dire les plis de l'estomac, le broyage de l'estomac. Et le plexus de Meissner est plus pour la sécrétion gastrique, c'est-à-dire lorsque le plexus de Auerbach va commencer à mettre en mouvement l'estomac, va donner la motilité de l'estomac. Entre-temps, le plexus de Meissner, qui est plus sécrétoire, va commencer à produire la sécrétion acide de l'estomac pour digérer. Cette application, c'est aussi bien à connaître. Cette application, c'est très bien à connaître. C'est très bon à connaître. C'est-à-dire, lorsque le système nerveux intrinsèque n'existe pas, on a paralysie du segment concerné. Maladie de Hirschsprung. Je vais le tester.
C'est-à-dire que c'est le système nerveux intrinsèque qui va commencer d'abord les premiers mouvements de la digestion. Et lorsque ça va commencer, il va induire l'information au système nerveux autonome, c'est-à-dire au cerveau. Voilà. Je crois que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on va continuer, soit dans une prochaine vidéo. Et donc, n'hésitez pas de partager la vidéo si ça vous a plu à vos camarades qui veulent plus apprendre, plus comprendre la physiologie, qui sont en sciences de la santé. Et n'hésitez pas aussi de mettre des j'aime. Voilà. Juste encourager. En tout cas, vraiment merci. Merci et bonne bosse à vous.